Voici leurs histoires. L'affaire Ernest Shearer relate l'histoire d'un joueur de poker qui a réussi à bluffer tout le monde, sauf la police. Dans le quartier de Castlewood à Pleasanton habitait Ernie Jr. et sa femme Charlène. Ils ont eu 2 enfants, Ernie surnommé Skip et sa sœur Catherine. La famille était très unie, ils partaient régulièrement en vacances ensemble. Ils ont conservé ce lien uni même en étant adultes et en ayant leur propre famille. Ernie le fils a épousé une jeune femme nommée Robin et a eu un fils qu'il a également appelé Ernie. Il s'appelait effectivement Ernie sur 3 générations, le grand-père, le fils et le petit-fils. Ernie le fils était un joueur de poker professionnel comme son père qui jouait aussi beaucoup au poker avant d'intégrer le monde de l'immobilier et de la politique. Ernie fils est alors allé à l'université où il a étudié l'économie, mais il a tout plaqué pour jouer aux cartes. Au début, il s'en sortait bien et gagnait bien sa vie car il avait cette capacité à lire les gens. À la mi-mars 2008, la famille devait passer des vacances ensemble et aller à Hawaï. Le jour du départ approchant, Catherine la fille a essayé de joindre ses parents. Personne ne répondait et elle tombait directement sur répondeur. Le jour suivant, elle retente de nouveau mais n'a pas réussi à les joindre, ce qui n'est pas habituel. S'inquiétant, elle décide de prendre contact avec son frère Skip pour savoir s'il avait eu des nouvelles des parents et lui non plus dit ne pas réussir à les joindre. Finalement, elle décide de joindre la ligne directe de la résidence où habitent ses parents. Le 14 mars, une macabre découverte est faite. À l'intérieur de la maison, on retrouve les corps de Ernie le père et de son épouse Charlène. L'odeur de cadavre était forte même depuis l'extérieur de la maison. Les corps semblaient être là depuis un certain temps, au moins 4 ou 5 jours. Ils avaient tous deux été matraqués, poignardés et leur gorge avait été tranchée. Tous deux avaient des blessures défensives et semblaient avoir lutté avec acharnement pour leur vie. Le sang avait coulé partout dans la maison. Les policiers ont essayé de rassembler les preuves et témoignages, notamment la date à laquelle ils avaient été vus vivants pour la dernière fois et les journaux qui traînaient à l'extérieur. Ils en ont conclu que le couple avait été assassiné entre le 7 mars et le 8 mars. Qui pourrait faire une telle chose dans un quartier chic où la population était privilégiée ? Une conférence de presse a été donnée. On y apprendra que le 14 mars vers 12h30, la police a reçu un appel de la résidence suite à la découverte de plusieurs corps réalisés par un des employés suite à la demande de la fille du couple. L'employé a regardé par la fenêtre et a aperçu le corps d'un homme identifié comme étant Ernest le père. Ce n'est pas un suicide mais un double homicide. La police précisera qu'il n'y a qu'un chemin et qu'un seul moyen de quitter la résidence pour se rendre dans la route principale, ce qui pourrait les aider à résoudre ce double homicide. La porte d'entrée de la maison était verrouillée et il n'y avait aucun signe d'effraction. Toute la maison avait été saccagée à l'étage mais pas au rez-de-chaussée. Bien que la maison soit sans dessus-dessous, rien n'a été volé, même pas les liquidités de 10 000 $ ou les bijoux en or. La police a alors pensé que le tueur cherchait quelque chose en particulier ou qu'il essayait de simuler pour induire la police en erreur en saccageant la maison sans rien prendre. On a retrouvé une empreinte de chaussure ensanglantée qui ne sort pas de la maison mais encercle les corps puis disparaît. Il s'agirait de baskets dont la marque et la taille de pied ont été déterminées. La police a également conclu à une mise en scène puis les chaussures avaient été enlevées avant que la personne quitte la scène de crime. Les victimes semblaient connaître le tueur qu'ils ont laissé rentrer dans leur maison sans se méfier. La police s'est alors tournée vers les enfants du couple, Ernest fils alias Skip et sa sœur Catherine. Catherine habite dans l'Utah. Au moment du drame, elle était à son domicile, elle a donc été exclue des personnes d'intérêt. Ça n'a pas été le cas de Ernest fils. Il a été interrogé par la police. Les policiers lui ont dit que le but de cet interrogatoire était de découvrir l'auteur des meurtres et qu'il pourrait l'exclure des suspects et passer à autre chose s'il répondait à leurs questions. Il a dit qu'au moment des faits, il se trouvait dans la ville de Brea à 6h d'ici. Il poursuit en disant que le vendredi, il a quitté Las Vegas vers 12h30, les relevés de sa carte bancaire et ses appels téléphoniques le démontreraient, et qu'il est rentré chez lui vers 5h du soir épuisé. Qu'il devait se lever tôt le lendemain car il avait une partie de bridge avec son grand-père et qu'il devait être chez lui vers 7h du matin. Il s'est donc affalé sur le canapé et s'est endormi épuisé. Il se serait réveillé un peu plus tard pour se laver, se brosser les dents, puis il s'est posé devant un film. Ce soir-là, il était seul à son domicile, sa femme et son fils étant en dehors de la ville. Il conclut en disant qu'il serait irréaliste pour lui de conduire 6 heures jusqu'à ses parents, de les tuer, de saccager la maison, puis de revenir et se rendre chez son grand-père pour la partie de bridge qu'il a gagnée d'ailleurs.
En avril 2006, une femme nommée Adriana Salomon s'est rendue à Las Vegas pour une conférence d'affaires. Elle travaille dans le milieu médical. Pendant sa pause, elle a décidé de jouer aux cartes. Elle s'est retrouvée à la même table que Ernest Fils. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ont commencé une relation à distance. Ils voyageaient ensemble. Ernie a donc trompé sa femme alors qu'il était marié avec elle depuis 9 ans. Ernest Fils avait également beaucoup de problèmes d'argent à cause du jeu. Ses amis du poker l'avaient aperçu en 3 ans avec 10 femmes différentes. Il dépensait beaucoup d'argent dans l'amusement et devrait beaucoup d'argent à son père. La grosse somme de 600 000 $. Son père avait en effet consenti à lui faire ce prêt pour l'aider à acheter une maison. Ils avaient mis en place des échéances de remboursement. Ce prêt a d'ailleurs causé beaucoup de tensions entre Ernest Fils et ses parents. D'ailleurs, la mère Charlène avait eu une mort plus atroce que celle de son mari. Elle n'a jamais approuvé qu'il joue au poker, elle était très religieuse. Ernest Fils était endetté auprès de ses parents, mais avait également cumulé une grosse dette d'argent. Il misait de plus en plus gros et ses pertes devenaient colossales à hauteur de 90 000 $ et 20 000 $ à la banque en utilisant sa carte de crédit. Il devait en tout plus de 700 000 $. La police a consulté les vidéos de surveillance la nuit du drame et a aperçu un cabriolet rouge. Ernest Fils avait une voiture de cette marque et de cette couleur. La police ne le croyait pas. C'est un menteur qui a menti à sa femme pendant plus de 9 ans et il devait beaucoup d'argent aux victimes sans compter sa voiture aperçue sur les lieux du crime. Ernest Fils a fait ses adieux à sa femme et son fils et a fui en laissant la voiture rouge derrière lui. La police l'a saisi et a fouillé pour trouver des indices. En fouillant, ils se rendent compte que Ernest Fils a fait laver la voiture quelques jours avant la saisie pour enlever toute trace. Alors qu'il est recherché par la police, il continue de publier des annonces sur Craigslist pour rencontrer des femmes sur Vegas. Sur l'annonce, il dit que c'est un homme intelligent, qui sait tenir une conversation autour d'un bon verre de vin. Si nous nous entendons bien, nous pourrions même aller dîner. Je connais Las Vegas et beaucoup de bons endroits où aller ou faire des choses. Il se faisait appeler Bill Franks. La femme de Robin a été informée et a pris connaissance de sa double vie et de ses dettes. Elle est entrée dans une colère noire et a décidé d'aider la police en prouvant que c'était bien Ernest Fils qui conduisait le cabriolet rouge. Ils ont alors simulé un appel, mais durant cet appel-là, à aucun moment Ernest Fils n'a avoué avoir conduit le véhicule et à un moment donné dans l'appel, il dit même « Tu sais que cet appel peut être enregistré par la police » et il met un terme à l'entretien. La police a sa théorie. Elle pense que les parents ont exigé que leur fils les rembourse. Le fils aurait alors demandé à un ami de lui acheter une arme à feu avant que ses parents soient assassinés. L'ami a refusé car c'était illégal. Il avait proposé aux policiers de suivre son téléphone pour attester de son alibi, mais la nuit du drame, son téléphone avait été éteint, avant qu'il se rende chez ses parents où il les a battus à mort, puis poignardés. Il les aurait tués pour hériter des biens immobiliers dans lesquels son père avait investi qui étaient estimés à plusieurs millions de dollars. Ce que ne savait pas Ernest Fils, c'est que ses parents avaient déjà préparé un testament pour qu'ils puissent hériter de leur vivant à ses 30 ans. Il les a assassinés alors qu'il avait 29 ans. En février 2009, il est arrêté mais la police n'avait pas de preuves directes, si ce n'est un morceau de papier retrouvé à côté du père. C'était une garantie pour une batte de baseball Nike qui semble être l'arme du crime et non trouvée chez les victimes. La police s'est alors rendue à l'usine Nike à proximité et on constate que le jour du crime, quelqu'un a acheté des baskets Nike, une batte de baseball et des gants achetés avec la carte de Ernest Fils, ce qui le lie au crime. Il a été jugé en 2010 et a été reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Il est condamné à perpétuité sans libération conditionnelle.